Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Bienvenue donc dans ce Campus Talk, le talk dans lequel on va discuter course à pied, vous donner quelques petits conseils, essayer de vous partager quelques petites anecdotes et bien dans lequel on va essayer de progresser tous ensemble. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon cher acolyte Nico. Et comment tu vas toi Nico, au passage? Bah écoute, moi ça va très bien, il y a des hauts et des bas, c'est bien, c'est que je suis pile dans le sujet qu'on va parler aujourd'hui, donc ça va m'être très familier. Quand on s'entraîne, il y a des moments plus faciles que d'autres. C'est pareil dans la vie. Et au final, on vit tous la même chose. C'est ça qui est important aussi. C'est ce qu'on va vouloir discuter aujourd'hui. C'est un peu rassurer ceux qui ont des craintes quand ça va un peu moins bien. Et faut se dire que c'est la même chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce matin, ce week-end, je prends un petit exemple pour commencer, mais je regardais les championnats du monde de VTT et notre quatrième titre de championne du monde de Pauline Ferrand-Prévot qui partageait quelque chose ce matin et qui disait que ça n'a pas été aussi simple que certains veulent le penser, qu'il y a eu pas mal de moments difficiles pour en arriver là. J'en doutais pas trop, mais c'est bien quand les sportifs pros se mettent à partager ça, parce qu'il fut un temps où c'était non, tout roule, moi je partage juste que ça va bien tout le temps, et la réalité c'est que même pour eux, et surtout pour eux, j'ai envie de dire, il y a des moments compliqués et il faut être fort pour aller jusqu'au bout. C'est ça, elle a vécu une saison 2021 pas forcément facile, donc la voir remonter un petit peu la pente et peut-être un jour nous donner quelques petits insights sur ce qu'elle a fait pour pouvoir y arriver, ça pourrait être intéressant. En attendant, ça sera à nous de nous donner, de vous donner nos propres insights. D'ailleurs, avant de commencer, c'est vrai que ce sujet de la préparation parfaite, c'était un sujet qui semblait te tenir un peu à cœur. En tout cas, quand tu l'as proposé, je sais pas, je sentais que il y avait un petit truc au fond de toi qui voulait qu'on en parle, peut-être des expériences passées. En fait, j'ai envie de te dire toutes les courses préparées. Je pense pas que j'ai déjà eu une course où je me dis la prépa était parfaite, il n'y a pas eu un accro, tout a bien été de A à Z et on y va. Je pense que le doute, l'incertitude et l'adaptation, ça reste le maître mot de l'entraînement. J'aurais pu dire de l'entraînement d'un coureur amateur, mais puisque je viens de dire juste avant, de l'entraînement en général de tout le monde. C'est être à l'écoute et s'adapter pour faire au mieux en fonction de son contexte. Et tu penses que c'est des questions que les gens, la réponse est évidemment oui, mais que les gens se posent, quand les gens débutent la course à pied, tu penses qu'ils s'attendent peut-être à avoir une préparation à 100%, de suivre tout le temps leur plan et que ça peut peut-être leur jouer des tours le jour où ils se rendent compte que 100%, pas toujours. C'est pas toujours, voire même rarement possible. Je pense que oui, mais ça fait partie de l'expérience en vrai. C'est au fur et à mesure, en s'entraînant, en voyant qu'à chaque fois, comme je le dis, il y a toujours des petits trucs qui vont pas, mais c'est jamais les mêmes. À chaque fois, c'est des choses un peu différentes qu'il faut apprendre à gérer. Et en fait, on se rend compte que la qualité numéro 1 pour progresser sur le long terme, c'est de toujours être à l'écoute, d'adapter au fur et à mesure et d'essayer de suivre au maximum le plan, mais d'accepter parfois qu'à certains moments, il faut faire des petits accros parce que le plan n'a pas été réfléchi en fonction du moment exact où... on peut pas... Il faut être devin pour dire « Ah oui, alors là, mercredi prochain, il va t'arriver ça, donc on va adapter ton entraînement. » On n'en est pas encore là. Et du coup, c'est aussi à nous, dans ces moments-là, de réussir à trouver comment décaler une séance. Bref, plein de choses qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer trop vite dans le sujet, mais ouais, ça me tient à cœur parce que je pense que j'ai souvent des messages quand même où je me rends compte que les gens s'inquiètent rapidement parce qu'ils n'ont pas fait une séance ou les célèbres séances de réassurance quand tu es en affûtage et qu'il reste 2 semaines avant la course, et je dis ouais, mais je vais quand même faire cette séance-là en plus parce que je suis pas sûr que sans elle je vais y arriver. Ça, c'est un signe que on veut toujours
être à 100% préparé, et le 100%, on n'y est jamais, on n'y est jamais vraiment, donc on essaye toujours de se dire, ah, je pourrais peut-être faire ça en plus, et c'est là où ça devient contre-productif. Des fois, le plus productif, c'est de savoir ne pas faire quelque chose, et je dis ça en toute humilitude, non, mais je dis ça de Humilité. manière humble, humilité, exactement, en toute humilité, parce que même si on le sait, ça n'empêche pas que c'est difficile à chaque fois qu'on doit adapter à la baisse. On est des sportifs, on a envie de faire les choses à 100% comme c'est écrit, et quand il faut s'adapter, bah, il faut accepter accepter de le faire. Ouais, et parfois, on gagne même un peu d'énergie à l'accepter plus facilement, plutôt que de ressasser ça sans cesse et de se dire, oh, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Et en fait, passer une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou une mauvaise, je sais pas quelle amplitude temporelle à se dire, enfin justement ça nous ronge de l'intérieur alors qu'on aurait tellement mieux fait de le digérer vite fait et de passer à la suite. Nico, ce que je te propose pour traiter ce sujet-là, alors ça va être en 4 temps. Premièrement, je voudrais qu'on définisse un peu tous ensemble avec les personnes qui nous écoutent. Dans un premier temps, voilà, définir ensemble qu'est-ce qu'une préparation parfaite pour, dans un deuxième temps, et ben justement, pouvoir mettre en avant et essayer de faire cet exercice mental, de se dire qu'est-ce qui peut rendre une préparation imparfaite. À partir du moment où on est capable de définir ce qui est parfait, on est capable de définir ce qui peut, les obstacles qu'on peut rencontrer et ce qui peut justement rendre cette préparation imparfaite. Donc ça va être la deuxième partie. Troisièmement, je pense le mieux pour faire rentrer un message, c'est de parler de quelques exemples. Et toi comme moi, je pense que des exemples, on va en avoir quelques-uns à partager avec les gens du chat. Et je pense que eux aussi vont avoir quelques petits exemples à nous donner. Déjà, pas plus tard que tout à l'heure, je voyais un petit message de Anna Morpho qui disait que ce live tombait à pic parce que lui, tout juste, venait de rater une séance aujourd'hui pour des raisons familiales et qu'il est en train de culpabiliser de fou. Donc, a-t-il raison de culpabiliser? Oui, non. On va justement lui apporter cette réponse-là. Donc ça, c'était le troisième petit point qui va nous permettre de mettre des exemples sur les points qu'on a abordés juste avant. Et enfin, le quatrième point qui est justement quelle est la limite acceptable dans tout ça. À partir du moment où on accepte qu'il peut y avoir des imperfections, jusqu'où est-ce qu'on peut rendre une préparation imparfaite tout en obtenant des bénéfices optimaux? Voilà, ça va être cette limite acceptable qu'on va essayer de voir ensemble et de voir justement si Anamorpho va devoir culpabiliser ou si il va échapper à la douane et qu'il va pouvoir rentrer l'esprit tranquille. Est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait. Première partie, définition d'une préparation parfaite. Nico, pour toi, quand je te dis préparation parfaite, à quoi tu penses déjà de prime abord? Prime abord, quand je pense à la prépa parfaite, je pense à régularité. Donc je pense à essayer de faire toutes les séances. Et si toutes les séances ont été cochées à la fin, on sait qu'on a déjà fait la grosse partie du travail. Parce qu'on s'est présenté à chaque fois, à chaque séance, on les a faites. Et si on a ça, franchement, on a déjà fait une grosse partie du travail. Hein. Ça, on le répète souvent, mais la régularité, c'est à la base de tout. C'est ça. Donc ça veut dire cocher toutes les séances, mais ça voudrait dire quelque part qu'on pourrait potentiellement cocher toutes les séances et pourtant ne toujours pas avoir une préparation parfaite parce que cocher une séance, ça ne suffit pas. Il y a aussi le contenu de la séance. Dans les plans d'entraînement qu'on a sur campus et que les gens pratiquent, je l'espère, chaque semaine, ils vont pouvoir retrouver 3 types de séances différentes: sorties longues, fractionnées, endurance fondamentale. Et justement, ça va être dans ces 3 types de séances-là que la régularité va être importante. On est d'accord? Ouais, clairement. Enfin, pour moi, quand je vois un plan, toute séance qui est dans le plan a son importance. Évidemment, pour aider les coureurs dans le campus, on met des séances prioritaires, des séances à ne pas rater. Mais dans les faits, ça ne veut pas dire qu'il faut faire uniquement les séances à ne pas rater chaque semaine et que les autres ne sont pas importantes. C'est toute séance qui est dans le plan a son rôle dans la progression et le maximum on va en faire, le mieux c'est. C'est ça, exactement. Si je parle de ça, c'est parce que moi j'ai quelques petits exemples, soit que j'ai vécu, soit que
euh, ce dont j'ai vu certains sportifs faire cette erreur-là, ça va être, par exemple, quand on parle de régularité, ça va être des gens qui vont avoir leur régularité, mais qui vont avoir, par exemple, la tendance à tronquer certaines séances. Par exemple, les sorties longues, bah, ils vont avoir des objectifs d'endurance longue. Donc là, on parle par exemple marathon, voire peut-être parfois un peu plus long. Et les gens cochent en effet leur séance, c'est-à-dire que dans leur semaine, toutes les séances sont cochées. Cependant, ils n'arrivent pas forcément logistiquement à faire leurs séances longues jusqu'au bout, parce que justement, par définition, elles sont un peu longues. Et donc, à la fin de la semaine, ils arrivent sur leur plan campus, tout est coché, tout est vert, mais la sortie longue de 2 heures, 2 heures et demie, peut-être qu'elle a duré que 1h15, 1h20, parce que le réveil n'a pas sonné, et que à midi, il y a la belle famille, et que il n'a pas eu le temps de rentrer sa séance avant le repas du midi. Donc ça, c'est l'un des exemples de la personne est régulière, la personne s'entraîne avec la bonne fréquence, mais attends, parce que c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir, je tourne ça un peu dans le mauvais sens, dans le sens qu'est-ce qu'il faut pas faire. Du coup, pour moi, c'est la préparation parfaite, c'est la régularité, et en plus de ça, c'est respecter les durées. Donc quelqu'un qui fait une préparation parfaite, il coche toutes ces séances-là, et en plus de ça, il respecte la longueur de toutes les séances qui lui sont prescrites. Puis en vrai, il y a pas que ça. C'est là, on a dit qu'il fallait les faire, les séances, mais il y a les faire et il y a les réussir. Parce qu'on peut avoir été se présenter à chaque séance, avoir été sérieux et y aller, mais si chaque séance on la rate et on la finit pas, ou on la finit en dessous des allures prévues, ou on la rate dans le sens on la fait, on part trop vite et on finit, ça marche aussi, hein, on peut la rater parce que nous on a mal géré la séance. Et du coup, le but, c'est de faire les séances, mais de les courir à l'allure prévue et d'aller au bout. Parce que c'est le signe de la progression dans un plan qui est construit comme sur le campus. Et bah, chaque semaine, la difficulté des séances augmente d'un petit cran. Et normalement, on est censé réussir à finir chacune des séances. Et si on arrive à ça, et bah, c'est là où on se rend compte qu'on progresse, parce qu'on dit « Ah, j'ai fait mieux que la semaine dernière, et que la semaine d'avant, et que la semaine d'avant. » Et quand on arrive à faire toutes les séances, et qu'en plus, malgré la difficulté, on les finit, et ben là, on sait qu'on arrive petit à petit à augmenter son niveau de forme. Et c'est ça qui nous amène au pic de forme pour la grosse compétition quand on répète ça chaque semaine. Ça, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est un peu comme ça qu'on a construit les plans sur le campus. Ils sont construits de telle manière à ce que les personnes aient la capacité et la compréhension de prendre en main leur propre progression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan alambiqué, de séances où chaque semaine on va aller sur des trucs ultra différents. Et il y a une constance, une régularité et une progressivité qui est relativement simple dans l'approche. Mais comme je le répète souvent, faire simple c'est compliqué. Et c'est justement cette simplicité-là qui permet aux gens d'avoir ce recul et de dire « Ah bah ouais, cette semaine, j'ai fait mieux que la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, la semaine dernière. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai ? Ah bah ouais, j'ai une séance encore un petit peu plus difficile. Je sais que cette semaine, j'avais peut-être un peu de marge, ou alors bah, j'ai une semaine pour me permettre d'assimiler cette séance et pour permettre à mon corps de progresser un petit peu plus. Et je sais que la semaine prochaine, je vais réussir à faire encore un petit peu mieux. Et c'est, je pense, un des points ultra importants de ce qu'on essaie de promouvoir, c'est ayez conscience de ce que vous faites. Ne faites pas les choses forcément par automatisme parce qu'on vous dit de le faire, faites-le. Mais justement, prenez conscience des séances que vous réalisez, et à partir de là, votre progression, elle sera que maximisée parce que vous vous serez approprié tout le travail que vous réalisez chaque semaine. Et cette appropriation, elle est à mon sens ultra importante. Tu fais bien de le souligner. On a parlé de progression. On a parlé du fait que justement sur un plan long terme, on se sentait progresser à toutes les échelles, c'est-à-dire sur le court terme, d'une semaine sur l'autre, mais aussi sur le moyen terme et sur le long terme. Quand je parle de long terme, c'est d'une saison sur l'autre, voire même sur des échelles beaucoup plus grandes qui vont peut-être sur 5, 10 ans ou même plus, que je souhaite à tous les coureurs ici, parce que ça veut dire qu'ils s'épanouiraient quand même relativement bien dans ce sport si tu dures plus de 10 ans. Cependant, cette progression, donc on a déjà parlé ici de plan infini un petit peu, donc cette préparation n'est parfaite qu'à partir du moment où, en effet, on fait toutes ces séances, on respecte toutes les durées, on respecte tous les objectifs de séance, c'est-à-dire tant sur les intervalles que sur les vitesses, que sur ce que tu veux, mais
il y a aussi quelque chose, je sais plus exactement c'est quoi la phrase que tu dis, mais tu vas pouvoir nous la répéter juste après. C'est en plus de ça, c'est-à-dire qu'on peut faire la bonne durée, on peut faire la bonne vitesse, on peut faire la bonne régularité sur ces séances, tout cocher, tout parfait. Mais si à côté de l'entraînement, on n'a pas la bonne récupération, donc à travers le sommeil, à travers l'hydratation, à travers la nutrition, si ça ne va pas, au final, on aura beau tout faire bien, notre progression sur le long terme, enfin moyen et long terme, elle sera fortement impactée et très très ralentie, voire même parfois inexistante. C'est-à-dire que le stress généré en dehors de l'entraînement est tel que le corps n'a pas les capacités, n'a pas les ressources d'assimiler l'entraînement. C'est pour ça qu'on parle d'assimilation, donc de récupérer assez. C'est quoi déjà la phrase que tu nous donnes à chaque fois? S'entraîner, c'est régresser, et c'est la récupération qui fait progresser. Donc si on fait, enfin, c'est une caricature dans un sens, parce que, enfin, faut vraiment être très 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 mauvais sur la récup pour ne pas progresser. Mais dans les faits, si on fait une grosse séance, et je prends toujours cet exemple parce que je l'ai fait à une certaine époque quand j'étais jeune, mais tu fais une grosse séance et puis après, qu'est-ce que tu fais le soir? Tu pars en soirée et et tu te couches très très tard et tu manges très très mal et tu t'hydrates pas avec de l'eau. Et du coup, et tu espères progresser, et en bout de ligne, tu comprends pas pourquoi je m'entraîne dur et ça donne rien. C'est parce que la récupération est aussi importante que l'entraînement pour progresser. Donc évidemment, ça veut pas dire qu'il faut faire zéro écart dans son quotidien et il faut être au taquet sur tous les sujets, mais plus on va être bon sur respecter ses heures de sommeil, manger correctement au global et rester hydraté toute la journée, et plus on va progresser. Et là, on cite encore une fois les sommeil, nutrition, hydratation. C'est volontaire de ne parler que de ça pour la récupération parce que, et je l'ai encore entendu ce matin sur un podcast, 90% des résultats de la récup, ils viennent de ça. Hein. Donc, on peut faire ce qu'on veut à côté pour maximiser la récup avec tous les outils modernes qu'on a. C'est du plus. Si on fait pas ça, ça sert à rien d'essayer de faire du plus parce que les quelques pourcents qu'on va gagner, si on perd 50% sur le sommeil c'est dommage. C'est ça, c'est-à-dire que on va dire que tous les outils en dehors de ce trio de tête, on va dire que le trio de tête c'est 90% de la récupération et après c'est très bien si on arrive à aller chercher les 10% supplémentaires avec un peu de thérapie manuelle, un peu de pressothérapie, un peu de ce que tu veux, mais si tu dors 5 heures par nuit, toutes les nuits pendant 6 mois, t'auras beau passer 2 heures dans des bottes Normatec ou Compex ou... Il me faut une troisième marque. J'en ai pas. Bref, une autre marque de bottes de pressothérapie. Ça va pas t'aider outre mesure. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait vraiment en faire beaucoup pour ne pas progresser. Tu vois, moi, je pense que honnêtement, même au niveau amateur, parce qu'on pourrait être tenté de dire, en fait, au niveau amateur, on s'entraîne quand même pas beaucoup, entre guillemets, par rapport à des professionnels. Donc, notre charge d'entraînement est relativement faible. Ne pas progresser à notre niveau, il faudrait vraiment faire beaucoup de choses à côté. Et j'ai eu plusieurs fois l'exemple de gens qui, malgré un niveau d'entraînement relativement bas, en fait, ne progressaient pas à cause de toute la charge mentale, physique ou ce que tu veux qu'ils avaient à côté. Parce que, pour deux raisons. Déjà, premièrement, il ne faut pas oublier que plus on s'entraîne, plus on améliore nos capacités de récupération. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quelqu'un qui s'entraîne 15 heures par semaine récupère beaucoup plus vite d'une séance que quelqu'un qui ne court que 3 fois dans la semaine. C'est-à-dire que là où, pour celui qui s'entraîne 15 heures, qui a un gros volume, je dis n'importe quoi, 6 heures, il va avoir récupéré cette séance, alors que quelqu'un qui court que 3 fois par semaine, ça va peut-être lui prendre 24-48 heures pour en récupérer. Donc c'est aussi pour ça que plus on s'entraîne, plus on peut s'entraîner. C'est très, comment dire, non logique. Je vais te prendre un exemple concret qui date d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait 1h20. C'était un footing, mais je suis en période très avancée de mon entraînement marathon. En tout début de prépa marathon, ça aurait été une sortie longue en fait. Et au bout d'1h20, j'aurais été claqué, j'aurais été mangé. Là, ce matin, c'était la petite sortie business as usual et la sortie longue maintenant, c'est 2h30. Donc, je sais que ce 1h20, je vais en récupérer beaucoup plus vite que qu'il y a 3 ou 4 mois quand j'étais en début de prépa et où j'étais beaucoup moins en forme. Donc, ça marche sur le long terme si on s'entraîne beaucoup, mais même
à l'échelle d'une prépa, on peut le voir. Ça, c'est en début de prépa. Chaque séance, on prend du temps à en récupérer. Et plus on monte le volume et l'intensité progressivement, plus on va être capable d'y arriver. Et c'est pour ça que quand on est sur une prépa marathon, le 2h30, finalement, quand on est rendu là, on se dit « Ah, ça va ». Le marathon, je le vois beaucoup moins difficile, c'est pas le mot, mais je le vois beaucoup plus atteignable qu'il y a quelques semaines encore, quand le 2 heures était difficile. C'est ça, exactement. Et quand je disais tout à l'heure, je parlais d'activités professionnelles qui pouvaient être prenantes. Tu vois, j'ai eu plusieurs exemples de gens activités professionnelles ou personnelles d'ailleurs, qui, tu vois, quand ils avançaient dans leur préparation, ils n'avaient pas cette assimilation en fait que toi tu as pu avoir, où au début de la préparation 1h30 ça te paraît difficile, mais petit à petit que tu avances dans ta préparation marathon 1h30 ça va te paraître pas de la récup, mais c'est ce que tu vas faire en semaine de récup en tout cas. Tu vois, ces gens là en fait, il y a vraiment quand je repense à ces exemples, c'était tellement flagrant dans le sens où plus ils s'entraînaient, on était dans l'incapacité d'augmenter la charge ou le volume ou quoi que ce soit. Et rien que maintenir, ça demandait déjà une énergie folle. Et à partir du moment où la personne réussissait à résoudre la charge professionnelle ou personnelle, parce que très souvent c'est temporaire, c'est là où tu te rends compte que le corps, c'est dingue. Vraiment, du jour au lendemain, la personne, elle gagne en une semaine, elle va gagner 10 secondes sur son seuil, et puis encore 10 secondes sur son seuil, et t'es en mode, mais ça s'arrête quand ? J'ai encore un exemple. Je sais, j'en ai beaucoup des exemples en ce moment, mais bon, je spoil un petit peu le prochain épisode d'Imparfait qui n'est pas encore sorti, mais c'est pas grave. Ceux qui étaient sur Strava, de toute manière, l'ont vu. La semaine dernière, le mercredi, ça allait pas bien. J'avais 4 fois 10 minutes au seuil. J'en ai fait 2. Et sur le 3e, j'ai explosé en commençant à ralentir, en fait. Donc pour moi, c'est ça, exploser. Il y a explosé où on décide et exploser où on voit les allures ralentir alors qu'on se sent à fond. Et là, du coup, ça, c'est le signe que c'est pas la peine d'insister, ça marchera pas. Donc le 4x10, j'en ai fait 2, donc 20 minutes à peu près au total. Et pourtant, le dimanche, je suis passé à la séance suivante quand même. Bon, mon plan est un peu stretché parce que j'ai un mariage en fin de semaine. Bref, ça, c'est autre chose qu'on pourra discuter plus tard. Mais du coup, j'avais le 3x15, la petite séance reine qui me faisait très peur pour le coup. Et le 3x15 au seuil, il est très bien passé. Enfin, très bien. Fini dans la difficulté, évidemment, mais dans une difficulté à toute proportion gardée par rapport au fait que le mercredi, j'étais incapable de faire des 10 minutes. Donc voilà, j'ai juste récupéré de ce qui m'avait empêché d'être à 100% le mercredi. Et comme tu le dis, c'était juste pour appuyer ce que tu disais, parce que le corps est une machine tellement exceptionnelle qu'en quelques jours, en adaptant deux, trois petites choses, on se retrouve à remettre tout à plat. Évidemment, quand on ne se pousse pas à bout pendant très longtemps, comme j'ai pu le faire l'année dernière, ou après ça prend beaucoup plus de temps à revenir, mais c'est quand même, je trouve ça toujours aussi impressionnant, le corps humain, à quelle vitesse il peut s'adapter et comment il peut s'adapter à des situations qui sont au final hyper stressantes, quand on se dit que tu es sur une séance, que tu n'arrives pas à la finir, que tu es à la rue totale, et une bonne nuit de sommeil, quelques bons repas, un petit peu de calme, et hop, c'est reparti comme en 14, tout va bien. Ouais, mais il y a Chloé là dans les commentaires qui va dans le même sens, où t'as des personnes, ça se sent tellement, t'as 3-4 jours à la suite un peu intense au travail, la fin de la séance de fractionné, elle passe pas, et ces gens-là souvent ils s'en veulent un petit peu, ils sont putain, qu'est-ce qui s'est passé, et tu sais, en tout cas en tant qu'entraîneur, quand la personne tu la connais bien, moi ça m'arrive genre de dire ah ouais, là elle est pas passée, tu regardes un petit peu le cardio, le ressenti, et tu fais t'as dormi combien d'heures, genre les 3 dernières nuits, et là t'as la personne qui est en mode tu sais, là avec mon enfant, c'est vrai que là cette nuit j'ai dormi que 3 heures, et puis la nuit précédente j'ai dû finir un dossier, j'en ai dormi 4, et t'es en mode voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, et puis souvent c'est trop marrant parce que les gens ils sont en mode c'est foutu, hein. Je pense que j'ai atteint ma limite là. Je pense que je suis destiné à régresser, j'ai 40 ans, je peux pas faire autrement. Oui, on va essayer de trouver d'autres solutions quand même. Je suis sûr que si on pousse un petit peu, on peut trouver des raisons assez faciles.
Là, on a parlé donc la préparation parfaite. Juste, je fais un petit résumé parce que on prend, en plus, ça nous fait venir plein d'exemples et c'est vrai qu'on digresse un tout petit peu, mais c'est parfait. Donc la définition parfaite, la définition de ce qu'est une préparation parfaite, excuse-moi, c'est une préparation dans laquelle on fait toutes les séances, une préparation dans laquelle on respecte toutes les durées, une préparation dans laquelle on respecte aussi toutes les intensités, ça veut dire à la fois faire les intensités et les atteindre. Et c'est aussi une préparation dans laquelle on met en place un équilibre entre l'entraînement, le pro et le perso qui nous permet une assimilation des séances parfaites pour pouvoir progresser au maximum de notre potentiel. Maintenant, on va parler de ce qui peut rendre une préparation imparfaite. Donc, en fait, ça va être relativement simple, Nico, puisqu'on va reprendre tous ces points et on va en parler en négatif. Je commence par le premier point. On a parlé d'assiduité. Donc, ce qui peut rendre une préparation imparfaite, ce qui est le thème du live aujourd'hui, c'est justement manquer d'assiduité à l'entraînement. Et manquer d'assiduité à l'entraînement, c'est, je pense, l'un des défauts numéro 1 que les coureurs ont, hélas, et qui limitent grandement leur potentiel. Et là, quand je dis limiter leur potentiel, ça veut dire que ça réduit la progression au général beaucoup par rapport à ce qui pourrait être fait. Est-ce que tu as un autre exemple, ou alors est-ce que tu veux peut-être rebondir sur ça? Bah non, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, l'assiduité, elle est souvent compliquée à maintenir. On n'est clairement pas là pour dire que c'est simple d'être assidu à l'entraînement chaque semaine, chaque mois, pendant des mois pour une prépa et voire des années si on veut vraiment avoir une belle progression à long terme. Mais malheureusement, on n'est pas là non plus pour cacher la réalité. C'est le critère numéro 1 pour progresser sur le long terme, c'est d'être là tout le temps en fait. C'est de réussir à avoir l'assiduité la plus haute possible tout le temps. C'est ça le critère numéro 1 pour progresser. Après, quand on dit assiduité, on parle pas forcément de réussir 100% des séances tout le temps. J'imagine que je vais te poser la question de manière plus franche, mais c'est quoi un bon taux d'assiduité par rapport à son plan d'entraînement Du coup, on en parlera juste après dans ce qu'est les limites acceptables, mais la suite. Non, on l'a dit au début quand on a fait le sommaire, mais grosso modo, si jamais il y a des gens qui partent du live maintenant parce que il est 21h30 et qu'il faut aller coucher les enfants, on parle de 90-95%, c'est très largement acceptable. Donc voilà, ça laisse quand même une bonne marge de manœuvre dans son plan. Tout à l'heure, on va passer relativement vite dessus, mais ce qui peut rendre une préparation imparfaite, c'est le fait de raccourcir les sorties longues. Donc ça va plutôt intéresser les gens qui préparent des distances longues. Alors à la fois longues pour eux et à la fois longues dans l'absolu. C'est-à-dire que un marathon est long pour tout le monde, par exemple. Mais par exemple, un semi-marathon. Un semi-marathon, quand même. Parce que par exemple, je prends ton exemple à toi. Demain, je te demande de courir un semi-marathon. Tu vas être capable de courir un semi-marathon. Mais si tu ne respectes pas la durée de tes sorties longues de façon régulière, ça peut un peu moins bien se passer. Après, c'est vrai que ça t'impactera moins que quelqu'un qui va débuter, par exemple. Et pour qui, par exemple, déjà courir 5 km, c'est déjà une grosse charge d'entraînement. C'est déjà impactant pour le corps. Pour cette personne-là, c'est pour ça que je parle de longueur d'objectif vis-à-vis de chacun. Et dans l'absolu, je fais aussi la différence parce que si tu manques de sortie longue, tu pourras quand même courir 10 km vite. Pour toi, ça t'impactera pas. Alors que quelqu'un pour qui c'est son premier 10 km, qui a commencé la course à pied ou qui revient de blessure, j'en sais rien, là peut-être que les sorties longues vont jouer un tout petit peu plus. Est-ce que tu as un autre exemple de ce qui peut rendre une préparation imparfaite? Tout à l'heure, je parlais des séances de fractionnés et du fait qu'il fallait les réussir. Au final, évidemment, un des critères qui fait qu'une préparation est imparfaite, c'est qu'on ne réussit pas ces séances. Ne pas réussir ces séances, ça peut prendre
plein de formes. Au final, il y a le fait de, bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais d'arriver fatigué sur sa séance. Donc, bah, si on arrive fatigué, il y a de grandes chances qu'on la finisse pas ou qu'on donne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on devrait pour cette séance et que ça nous coûte aussi dans la suite de l'entraînement en générant encore plus de fatigue. Et ça peut être un cercle vicieux après qui fait qu'à un moment ou à un autre, on va rater une séance. Faut pas regarder seulement le court terme, des fois d'une séance à l'autre. Ça peut être d'une semaine à l'autre et les conséquences arrivent un peu plus tard. Il peut aussi y avoir l'envie au final. Mais ça, à titre perso, c'est rarement quelque chose qui me perturbe, mais je sais que en fait, ça dépend comment on prend l'envie. Parce que l'envie, le fait de ne pas avoir envie d'y aller, ça m'arrive, mais ça, c'est la flemme. On le vit tous à un moment ou à un autre. Il y a entraînement, on est posé, on est bien, on a la flemme et on n'a pas envie d'y aller. Mais je sais qu'une fois dedans, une fois que je suis parti, une fois que je suis dans la séance, moi, je sais que ça disparaît et le manque d'envie n'est jamais arrivé pendant une séance. Mais si on n'a pas envie, qu'on accepte de ne pas y aller, quand on est dans le canapé et qu'on a la flemme, bah là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ces séances-là, j'ai envie de dire, c'est celles qui ne devraient jamais être loupées. Parce que si c'est juste de la flemme et que c'est pas une fatigue, une grosse fatigue, c'est là que c'est difficile des fois de juger. Parce que elle est où la différence entre fatigue et flemme? Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a la flemme alors qu'en fait, on est juste cramé de sa semaine. Mais parfois, on est juste cramé mentalement de la semaine et ça va juste nous faire du bien d'aller courir et on va se rendre compte dedans que c'est une belle séance qui nous attend. Donc, faut aussi réussir des fois à se dire bon, j'y vais, on verra et ne pas s'autoriser de juste rester dans le canapé. En tout cas, quand on est dans une préparation avec un objectif au bout et qu'on veut l'atteindre. Hein. Si on n'a pas d'objectif et qu'on est juste en mode je m'entraîne pour le plaisir, pourquoi aller courir dans ce cas-là si on n'a pas envie d'y aller? Ouais, parce que je vais revenir sur les 2 points, mais c'est vrai que c'est pas trop les gens qui vont être sur le campus par essence, parce que nous on propose des séances intenses, mais il y a des gens qui veulent juste courir pour le plaisir de courir, et pour qui faire des fractionnés, genre, ils en ont carrément pas envie, parce que par définition, un fractionné ça va quand même être dur, quand bien même il y a des fractionnés faciles, le but c'est pas d'être sur des séances un peu quasiment à la mort à chaque fois, hein. Bien au contraire d'ailleurs, ces séances sont que très ponctuelles dans les plans, mais il y a des gens pour qui juste j'ai envie de faire mes séances cool, j'ai juste envie de faire du jogging et laissez-moi tranquille avec vos 30 secondes vite, 3 minutes récup, j'ai pas envie de sprinter, j'ai pas envie de faire de VMA, j'ai pas envie de faire de seuil, j'ai juste envie de courir. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est pas grave, mais si notre objectif principal c'est de progresser, il faut accepter le fait qu'il y a tout un pan de la progression dont on ne bénéficiera pas. Moi j'aime bien simplifier ça de cette manière-là. C'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas c'est une bonne vulgarisation. Mais il y a des adaptations dans le corps qui vont nécessiter du volume. C'est pour ça que le volume d'entraînement est aussi bien corrélé statistiquement à la performance absolue. Mais il y a des adaptations qui vont aussi nécessiter de l'intensité. Et il y en a d'autres évidemment qui vont pouvoir se développer allègrement avec les deux. Mais c'est pour ça que la vérité n'est ni dans le tout volume ni dans le tout intensité. Il y a des époques avec différentes modes où les gens voulaient courir 300 km semaine, et puis 2 ans après, il y a des gens qui voulaient courir que 80 km mais faire les 80 km au seuil. Voilà, on a eu à chaque fois des tout volume ou des tout intensité, mais la vérité est très souvent justement pas dans les extrêmes mais au milieu, et c'est à la fois... c'est justement l'utilisation des deux qui vont nous permettre de progresser un petit peu. Donc, si on rate ces fractionnés parce qu'on n'a pas envie d'en faire, c'est pas très grave, mais on accepte le fait de fermer la porte à toute cette progression liée à l'intensité. Je reviens juste sur le fait de la fatigue, et t'en as très bien parlé, mais juste pour réappuyer sur ce point-là, en fait, on peut fonctionner de 2 manières-là. Nous, sur campus, on essaie toujours de se dire, ok, on s'entraîne pas au ressenti, c'est-à-dire qu'on s'entraîne pas, comment on pourrait dire ça, on s'entraîne pas à la forme du jour, voilà, on va dire ça quand même comme ça, c'est-à-dire que on va pas se dire aujourd'hui, s'il faut trop au seuil aujourd'hui, petite forme, non, c'est-à-dire que on essaye de faire la séance, et une fois qu'on est lancé ou quoi que ce soit,
je sais pas comment dire ça, mais c'est une philosophie un peu vis-à-vis de l'entraînement, dans le sens où on prend les séances telles qu'elles sont, mais on n'est pas bête. Il y a des moments où on sait qu'on est fatigué, on sait que les séances passent pas. T'en as très bien parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que t'arrivais sur ta séance, tu sentais que ça grinçait un peu, tu te lances sur ta première série, ta deuxième série, et au bout d'un moment tu te dis non, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais pas forcer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le processus après, de se dire ok, maintenant que je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais pas faire la sourde oreille et peut-être que dans un jour ça ira mieux, mais on essaie de mettre le doigt sur justement ce qui nous a empêché de réaliser cette séance-là. Et c'est là où bah, peut-être parfois on va devoir revoir ses priorités, on va devoir se dire ah bah ouais, en effet, j'ai commencé ma préparation marathon. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans un campus talk, mais c'est important de le répéter. Ah, j'ai commencé ma préparation marathon en pensant que ça allait être mon objectif prioritaire de l'année, parce que c'est souvent des objectifs qui prennent beaucoup de temps. Mais en fait, au final, au cours de ces 6 mois de préparation, par exemple, j'ai peut-être changé de poste, j'ai peut-être eu un changement dans ma famille qui fait que, bah, si je regarde, aujourd'hui, en fait, la course à pied, ça ne peut plus être ma priorité. Et donc, je vais peut-être mettre, ma priorité numéro 1, qui est par exemple mon travail ou ma vie perso, bah, elle me coûte beaucoup d'énergie et c'est ce coût qui m'empêche de réaliser ma séance. Et donc, une fois que je sais ça, et bah, une fois que je sais que la course n'est plus ma priorité, je n'aurai plus l'énergie pour faire les séances comme avant. Bah, c'est là où, par exemple, bah, sur un plan campus, on peut basculer d'un plan performance à un plan plaisir qui va alléger la charge d'entraînement et qui va nous permettre d'aller jusqu'à l'objectif avec une charge d'entraînement plus basse. Donc, certes, les potentiels de progression sont moins hauts par définition, mais en tout cas elle va nous permettre de baisser cette charge parce que bah, on n'a plus l'énergie à la disposition. Par contre, en revanche, si la course à pied est en réalité bien une priorité et qu'on a décidé cette année que ça allait être le marathon de notre vie et que 2022 c'est maintenant tout de suite, et bah quand on se rend compte qu'on n'a plus assez d'énergie et que bah, sur une séance on n'a pas la forme qu'on devrait avoir, et bah on se dit ok, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, peut-être que j'ai pas assez dormi parce que si, parce que ça, et ça nous permet de dire ok, il faut que je repriorise un petit peu, la priorité c'est la course à pied, la prochaine fois je me laisserai pas avoir, j'irai pas boire un coup avec les copains jusqu'à 3h du mat parce qu'après le 3x10 au seuil il fait mal. Donc c'est là où cette notion de priorité dont on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble est importante parce que c'est elle qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que je fais en fait dans l'entraînement. Tout à l'heure, j'ai vu plein de commentaires ultra intéressants. Je vais essayer de les replacer. Je crois que c'était, parce que là, du coup, on est sur le sujet du manque de récupération en soi. Et le manque de récupération, tout à l'heure, on a parlé d'assimilation. C'est-à-dire que bah, si on récupère pas assez, on progresse pas assez. Ça, c'est la définition de base. Je voulais juste revenir sur un message de Jus quelque chose avec un numéro derrière, qui nous demandait un petit peu... on avait parlé du triptyque avec le sommeil, hydratation, nutrition, qui nous demandait combien d'heures il fallait dormir par nuit pour espérer une récupération optimale. Est-ce que tu as une réponse à lui apporter là, puisqu'on est sur le sujet de la récupération et de la fatigue? J'ai une réponse comme souvent, une réponse de Normand. Ça dépend. En fait, il y a une règle qui est très connue, qui dit que... Enfin, qui est très connue. Qui dit que c'est environ 8 heures par nuit qui est un minimum par personne à dormir pour pouvoir bien récupérer. Le fait est que ce 8 heures, il va varier d'une personne à l'autre. Moi, si je dors 8 heures, c'est une grosse nuit et c'est quand j'ai vraiment besoin de récupérer. Sinon, j'ai suivi ça pendant 2 ans, je crois. Là, je le suis un peu moins, mais les 2 dernières années, en moyenne, j'étais sur du 7 heures. Après 7 heures de sommeil effectif. Donc, il ne faut pas oublier que dans la nuit, on a des petites périodes de réveil aussi. Mais je suis plutôt sur un 7h, 7h30 de sommeil max. Et je vis très bien avec ça. Moi, c'est si je descends à 6 heures que par contre, là, ça commence à être vraiment peu et que je sens un effet. Pour certains, leur normal, ça va être 8 heures ou 9 heures. Et du coup, c'est quand ils vont descendre un cycle de moins, 60 à 90 minutes. Qui vont vraiment le sentir. Donc ça, c'est très individuel et en vérité, chacun sait combien il a besoin de dormir. Ou alors, il suffit qu'il note pendant quelques temps son heure de coucher et son heure de réveil si il ne met pas de réveil. Parce qu'évidemment, les jours où tu mets un réveil, tu obliges ton corps à te lever, donc c'est un peu perturbé. Mais il suffirait de se coucher suffisamment tôt pendant une certaine période pour
bah, se dire, ok, là, j'ai plus besoin de mettre mon réveil parce que mon corps va se réveiller de lui-même, que moi, je fais au quotidien. Et du coup, bah, en faisant ça, on sait combien notre corps a besoin de récupérer, même si il y a certaines nuits, on va un peu moins bien dormir, se réveiller un peu plus tôt. Mais au global, si on n'est pas dans une période de grosse fatigue, de gros stress qui nous empêche de dormir, bah, on va pouvoir comme ça un peu calculer notre nombre d'heures de sommeil optimal. Et moi, il est plutôt autour de 7h, 7h30. Et pour certains, il va être à 9h. Ça, c'est très individuel. Ah ouais, ça serait abusé, genre un mec qui dort 9 heures. Ah ouais. Ouais, en vrai, non, je fais plus partie de cette population-là. Genre, je dors 8 heures, je me réveille, je suis Ça va pas. anéanti. Non, non, 8 heures, ça va, mais il faut que je me force. Et je sais que genre, si je dors 7h30 euh, dans les phases d'entraînement intense, 7h30, ça va pas suffire. Et il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi, parce que sinon, au bout d'un moment, les entraînements, ils vont plus passer, ou alors, ils vont passer, mais avec comment dire, une sensation de douleur beaucoup trop forte Mm. pour ce que ça devrait représenter. Et le problème, enfin, l'un des objectifs quand on s'entraîne beaucoup et intensément, c'est de faire en sorte que tous ces entraînements paraissent le plus facile possible pour pouvoir s'entraîner beaucoup et intensément le plus longtemps possible. Parce que c'est facile de souffrir 2 semaines, mais quand il faut souffrir 4 mois, il faut que ça paraisse simple, et donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Et cette euh, perception de la douleur, bah, le manque de sommeil peut impacter ça, en effet. Mais je vois que tu as répondu à quelques petits commentaires en parallèle quand je faisais mes longs monologues. Donc c'est parfait. Juste avant de passer à la suite, on va aller sur des cas un petit peu précis. Donc là, on va remonter un petit peu dans le chat, aller chercher les quelques petites questions qu'on a eues parce que on les voit. On les voit passer. Après, des fois, il faut qu'on les retrouve parce qu'on est quand même en live et il y a eu d'autres messages depuis, mais, Ouais. on va réussir à les retrouver. Il y avait un message intéressant sur l'endurance fondamentale, puisque bah, il y a quand même, ça représente une gigantesque partie de la préparation et du volume qu'on fait. Et la question c'était, ok, ne pas respecter ses intensités, ça peut rendre une préparation imparfaite, mais on parle souvent du fait de courir ses endurances fondamentales trop vite. Est-ce que c'est possible de courir ses endurances fondamentales trop lentement, ce qui rendrait en fait la préparation imparfaite? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense pas. Enfin, littéralement, je vais te donner encore un exemple, mais en ce moment, je suis vraiment en forme physiquement. Mon endurance fondamentale sur le campus, je crois qu'elle est entre 4h30 et 5 minutes, si je ne me trompe pas. Et bah, en fait, ça m'arrive régulièrement de dépasser les 2 bornes. Ce matin, je suis un peu quand même mon cardio pour être sûr que je suis dans les clous. Ce matin, j'étais plutôt à 4h25. Un jour où je suis fatigué, j'ai aucun problème à courir à 5h15, 5h20, enfin 5h30, je sais pas. En fait, je regarde pas l'allure. Un jour où je suis fatigué, j'y vais tout doux, je fais le temps qui est prévu, point. Et pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème à courir plus lentement, sauf dans le cas où courir plus lentement nous donne une impression bizarre. Ça arrive à certains. Moi, je sais que j'ai une limite où à partir d'une certaine vitesse, j'ai plus ma foulée. En fait, j'ai l'impression que je perds plus d'énergie à courir parce que je suis pas habitué à courir comme ça. Et c'est plus énergivore que de courir peut-être 15-20 secondes au kilomètre plus vite. Donc ça, c'est à chacun de savoir. Mais courir plus lentement, pour moi, non. Il y a pas de... tant qu'on arrive à bien courir et à pas avoir une foulée qui se dégrade à cause de ça, il n'y a pas de souci. Parce que t'en penses. Oui, dans tout cas, je suis d'accord, et je prends aussi mon exemple personnel. Là, en ce moment, grosse charge, et par exemple, bah, toi aussi, tu t'approches du marathon, donc tu sais ce que c'est, les sorties longues qui durent un peu plus de 2 heures, où tu passes chaque semaine au-dessus des 20, 25, 26 km. Toi, tu cours tous les jours, il me semble. Moi, j'ai un footing le lendemain de la sortie longue. Bah, très souvent, celui-là, il n'est pas bien rapide. Très souvent, lui, il est aux alentours de, ouais, c'est ça, 5-15, 5 minutes 20 au kilomètre pour, bah, toi, un chrono au marathon de 2h40. Ce qui permet de resituer aussi par rapport à la performance, parce que pour certains, 5 minutes 20, ça va être beaucoup. Je mettrais une petite nuance. Alors, sur des cas très précis, mais peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, et ça va leur apporter une réponse. J'ai observé, beaucoup plus chez les triathlètes que chez les coureurs, mais chez les coureurs, ça doit exister aussi, que dans certaines phases d'entraînement, ou justement les phases intenses d'entraînement,
on se retrouve parfois à trouver un certain confort dans les endurances fondamentales qui fait que, ok, on fait tous nos fractionnés à la vitesse qui est indiquée. Par contre, les endurances fondamentales, on les fait très, 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 très lentement. Et c'est comme si toi, par exemple, sur tes 7 séances par semaine, tu dois avoir 4 footings, quelque chose comme ça. Et c'est comme si tes 4 footings, tu les courais genre en 5:30. Parce que tu es en mode, ouais, c'est bon, en fait, je fais mes fractionnés, je fais ma sortie longue avec mes allures marathon, etc. Et en fait, tous tes footings, tu les ferais très, très lentement. Je trouve que sur le long terme, ça ralentit un petit peu quand même, ça ralentit un petit peu la progression. Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup remarqué chez les triathlètes, je l'ai beaucoup remarqué sur le vélo, c'est genre criant. Les gens, ils ne poussent plus rien du tout sur le vélo au bout d'un moment, tu vois. Et c'est intéressant de dire, ok, en fait, pourquoi est-ce que tu pousses plus sur tes endurances mentales? Est-ce que c'est justement parce que tes fractionnés, tes sorties longues te prennent beaucoup trop d'énergie? Est-ce que c'est, encore une fois, en dehors de l'entraînement, tu as des sources perso professionnelles qui te prennent beaucoup d'énergie et du coup, tu compenses en faisant tes endurances fondamentales lentement? Je trouve que voilà, dans certains cas, courir beaucoup trop lentement tout le temps ces footings, ça peut avoir des effets négatifs. Et si on devait noter une limite de ce qui est pour moi trop lentement, en termes de fréquence cardiaque maximale, ce qui est utilisé peut-être pour la majorité des gens qui nous écoutent, on se trouverait vers 60% de fréquence cardiaque maximale, en dessous de ça. Donc tu vois, si tu as une... pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer dans un calcul? Attends, je sors la calculette parce que faire une erreur de calcul en direct, c'est la honte. Tu vois, pour quelqu'un qui a une fréquence cardiaque maximale de 180, ce qui est mon cas et le tien presque. Tu vois, ça fait à peu près 110 battements par minute. Donc, c'est quand même relativement bas. Mais tu vois, par exemple, hier lundi, donc ouais, le lendemain de sortie longue, j'étais à 110 battements par minute de moyenne. Donc, tu vois, on n'en est pas non plus très très loin. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Et en réalité, moi, j'aime bien utiliser toutes les plages d'endurance fondamentale. Je parle de plages. Sur le campus, on donne une plage de 30 secondes. En général, sur tous mes footings de la semaine, j'utilise tout. J'utilise du lent une fois, au moins une fois, mais en particulier dans le même cas que Tristan, c'est-à-dire le lendemain de la sortie longue, s'il y a footing. Celui-là, il est bien lent et le corps nous rappelle bien qu'il a poussé. Mais c'est aussi ce que j'ai fait le lendemain du 3 x 15 minutes au seuil, parce que c'est pas une sortie longue, mais ça laisse une belle fatigue aussi. Mais les jours où ça va, genre le lendemain d'un footing, quand il n'y a pas 2 séances qui s'enchaînent, qu'il y a un footing et le lendemain un autre footing, et bah ce jour-là, le footing est un footing rapide en général, parce que bah là, je me sens bien, je sens que les jambes vont bien, je suis reposé, le cardio, il est bas, tout est en contrôle. Évidemment, ça, c'est la belle vie quand on est en période de forme et que tout est en contrôle. Hein. C'est pas le cas toute l'année. C'est plutôt même l'exception, j'ai envie de dire. Il y a 2 mois comme ça à la fin de la prépa qui sont très agréables. Mais avant, il y a eu les 2-3 mois de début de prépa où c'est compliqué et les footings qui se passent bien, il y en a moins. Parce que justement, les séances de fractionnés mettent plus de temps à récupérer. Parce que l'état de forme, c'est quand même très agréable. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on récupère plus vite. Et à chaque séance, on est en forme. Et c'est ce qu'on voudrait maintenir tout le temps. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc ouais, j'insiste sur le fait que c'est vraiment quand c'est systématique et sur le long terme. Parce que oui, les endurances fondamentales sont aussi là pour tamponner les fatigues excessives qui peuvent arriver en fonction des séances, etc. Donc c'est normal parfois. Et il faut même... le prendre à bras ouverts et en profiter au maximum. Parfois, les endurances fondamentales sont lentes et c'est fait pour ça. Il faut quand même les faire. Et après, oui, Jonathan, courir trop vite, ces endurances fondamentales, ça pour le coup, ça c'est carton rouge. Il n'y a pas trop à discuter là-dessus. on lève le carton direct. On a déjà parlé de beaucoup d'exemples depuis le début de ce live. Est-ce que tu aurais d'autres exemples pour toi à partager avec les gens qui nous écoutent de préparation que tu as déjà réalisées par le passé et qui se sont pas passées parfaitement et qui se sont bien terminées ou non?
qui est bien, c'est que, enfin, je pense à du récent. J'irai peut-être chercher un peu plus loin dans le passé après. Allez, je vais prendre deux exemples. On va d'abord prendre l'exemple qui s'est mal fini, qui est le marathon de Prague en 2018, il me semble. Commence à dater un petit peu. Bon bah là, j'avais fait un bon début de prépa, tout allait bien jusqu'à un certain point. J'ai plus le détail en tête de à quel moment ça a commencé à dérailler, mais j'ai eu du mal à cette époque-là. J'ai eu du mal à suivre les séances, à avoir la régularité, potentiellement à faire les séances. Je pense que j'avais une petite douleur qui traînait. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des choses qui peuvent nous empêcher aussi d'être réguliers, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, bah, j'ai manqué certaines séances. J'ai dû raccourcir certaines sorties longues parce que du coup, ça aurait manqué de progressivité sans ça. Et bah, je suis arrivé sur le marathon avec, en étant peut-être à 85%, on va dire. Et à 85% sur un marathon, ça pardonne pas, surtout quand on est jeune et con, j'ai envie de dire, Et et qu'on dynamique. n'adapte pas l'allure. Parce qu'on se dit non, non, c'est bon, ça va passer, je garde l'allure qui est prévue, c'est bon, je gère, il n'y a pas de souci. Bon, bah ça marche pas. Donc j'ai dû perdre 10 minutes sur le marathon ce jour-là. Ça paraît pas tant que ça, 10 minutes de perdu, hein, mais elles font chaque minute, je dirais même chaque seconde de perdu fait très 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 mal quand on est dedans. Donc c'est beaucoup. Et à l'inverse, si je prends bah, la prépa pour le marathon de Boston, qui allait très très bien jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce que j'ai la petite alerte au tendon d'Achille qui m'oblige à louper certaines séances, adapter le programme, à ne pas faire. J'ai quand même loupé trois quatre séances euh, importantes qui ont fait que je n'étais pas pour moi à 100% non plus. Mais là, pour le coup, vu que j'avais eu les trois quatre mois d'avant qui s'étaient bien passés, bah, j'étais peut-être à 95% de séances réalisées, peut-être 92, mais dans la fourchette du correct en fait. Pas à 100%, mais largement suffisant pour aller atteindre l'objectif ou en tout cas en être proche. Après, évidemment, on peut pas refaire la course et on peut pas refaire la prépa. Il y a des choses qu'on pourrait changer, mais tout ça fait que c'est pour ça que moi je dis il y a toujours quelque chose qui arrive parce que ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être avec un événement familial, ça peut être tout simplement une petite douleur qui nous empêche de faire quelque chose, une baisse de motivation en pleine prépa, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je sais pas si on peut appeler ça des imprévus, mais en réalité, oui, tout ce qui n'est pas prévisible est un imprévu. Donc, euh, donc au final, tout ce qui peut nous arriver dans une prépa et qu'on ne pourra pas prédire à l'avance va arriver. Il faut toujours partir avec cet état d'esprit de voilà le plan, je vais essayer de faire le maximum pour le suivre, mais je sais qu'il y a des moments où faudra s'adapter parce que, en fait, on suit le plan jusqu'à attendre le premier imprévu qui arrive. Et là, on se dit, ok, c'est le moment, faut que je m'adapte, faisons au mieux. Et puis, normalement, en faisant au mieux, bah, on arrive au bout. C'est pas le cas à tous les coups, évidemment, mais en particulier avec les douleurs et les blessures. Mais ça fait partie du jeu de la course à pied. On essaye de faire au mieux en espérant qu'on arrive au bout. Ouais, je pense que enfin, c'est vrai que on est passé sur un truc ultra important qui rend une préparation imparfaite. Les imprévus, c'est vrai que les imprévus ça aurait été la dernière et peut-être la plus importante des variables qui peut nous faire rendre une préparation imparfaite. Et c'est la manière dont on va les gérer qui va permettre de savoir si justement on arrive euh, le plus en forme possible le jour de la course ou non. D'ailleurs, juste après, là, on donnera quelques petits conseils aux gens pour essayer qu'ils puissent améliorer un peu comment faire logistiquement pour pallier les imprévus. Moi, juste comme on est sur la partie exemple, je vais rebondir aussi un peu là-dessus. Moi, j'ai deux exemples qui me sont venus en tête. Le premier, le premier exemple d'une préparation imparfaite, c'était à l'époque, le premier marathon que j'ai préparé, c'était donc en 2017, marathon d'Amsterdam. Et c'est vrai que la course à pied prenait pas à l'époque autant de place dans ma vie que c'est le cas aujourd'hui. Donc en termes de priorité, c'était pas la priorité numéro un, autant te le dire. Et je me souviens avoir passé une semaine, 2 semaines de vacances en Crète, je crois que c'était une semaine. Mais genre
3 semaines avant la course. C'est que j'ai pris ma semaine de vacances tranquille, à manger comme un petit cochon. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je referais. Mais tu vois, c'est le type de truc qui est en mode, au moment de la préparation la plus importante, qui est la dernière phase de préparation, où normalement, et c'est dont on va parler juste après, où tu essayes de faire en sorte, ok, début de la préparation, j'avais quelques jokers. Est-ce que je les ai utilisés ou non, ça dépend. Mais en tout cas, en fin de préparation, j'essaie de faire en sorte de ne pas utiliser de joker. J'essaie de juste, à ce moment-là, de tout faire en sorte de prévenir les proches, les copains. Ok, là, les gars, pendant 4 semaines, il faut que la préparation spécifique se passe bien. Ça fait X mois que je m'entraîne, mais là, c'est là où c'est maintenant que ça se passe, quoi. C'est là où tu vois, on a tendu des fils rouges, on a résolu des énigmes. Et là, on s'apprête à trouver le meurtrier. Et tu vois, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Donc ouais, j'ai fait ça. Et au final, ça s'est bien passé quand même, puisque j'avais réalisé mon objectif. Donc comme quoi, malgré ça, le fait d'avoir été bien assidu avant, de ne pas avoir raté de séance, le fait de... En plus, je crois que j'avais fait quand même un petit footing dans la semaine pour me donner bonne conscience entre 2 buffets à volonté, fait que au final, ça s'est bien passé parce que... j'ai pris mes 5% de joker. Tu vois, j'ai fait 95% j'ai fait 100% jusque-là et j'ai pris mes 5% de joker en une semaine et ça s'est bien passé. J'ai un autre exemple à partager parce que ça revient sur un petit exemple qu'on a eu dans les commentaires de quelqu'un qui disait que à chaque fois il avait tendance à trop prioriser ses entraînements et que quand il ratait un entraînement, c'était un peu la double peine parce que après, il y avait un peu sa famille qui en pâtissait parce que il ressassait peut-être un petit peu trop fort. Je sais que, alors évidemment, c'était dans la préparation dans laquelle je suis maintenant, quand je suis loin de mon objectif, j'essaye d'être le plus régulier possible parce qu'en fait, en soi, c'est une accumulation dans le temps et c'est pas parce qu'on est loin de l'objectif que ça n'a pas d'impact sur le jour de la course, bien au contraire. Mais j'essaye vraiment de faire ce travail, de se dire, par exemple, tu sais, quand tu es en déplacement ou quand tu es en vacances ou quoi que ce soit, quand tu rates un entraînement ou quand tu as un imprévu et que tu n'arrives pas à t'organiser autour de cet imprévu pour pouvoir garder l'entraînement tel qu'il était prévu initialement, de vraiment lâcher prise et de se dire, ok, la séance, elle est morte. C'est pas très grave. De toute façon, je sais qu'une préparation, c'est pas 100%. S'il y a une séance qui saute, en vrai, ça va bien se passer. Et avoir ce relâchement, il faut vraiment s'agripper. Tu t'agrippes à la falaise le plus longtemps possible. Mais à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu pourras pas passer, là, tu pourras pas remonter dessus, tu pourras pas placer cette séance. T'auras beau te triturer l'esprit tant que tu veux, t'auras beau faire ce que tu veux, les journées elles feront toujours 24 heures et il y aura toujours que 7 jours dans une semaine, donc tu pourras pas placer cette séance. Et une fois que tu l'as accepté, ça, c'est vraiment le lâcher prise de ok. Maintenant, je vais profiter de ma soirée, je vais profiter du barbecue que j'ai, j'en sais rien, tu vois, mais je vais pas me miner le moral pour ça. J'ai fait le taf, j'ai fait les 100%. Puis en vrai, c'est la même chose. Enfin, je repense à l'exemple de ma séance ratée la semaine dernière. C'est la même chose, c'est du moment où tu te rends compte dans la séance que les chronos commencent à dériver, que ton intensité est au maximum, que tu es en train de péter, aujourd'hui ça marche pas, ok, joker sur la séance d'aujourd'hui, même si le joker c'est une bonne raison, c'est ok, faut pas insister, on passe à autre chose, on a loupé une séance, c'est pas grave, si c'est une séance comme ça, c'est pas celle-là qui va faire la différence sur la prépa. Et moi en plus, je sais pas ce que... Moi, louper une séance comme ça, je me dis ok, c'est bon, c'est loupé. Par contre, je vais faire tout ce qu'il faut pour changer ce qui n'a pas été avant, du coup, et me présenter à la prochaine encore plus reposé, encore plus disposé pour la faire. Et si c'est possible, évidemment, dans notre quotidien, hein, parce que si c'est un truc long terme, évidemment, là, c'est plus compliqué. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Je savais que le dimanche, j'allais refaire du seuil pour le coup, et j'étais en mode, je veux être à 100% sur la séance de dimanche. Déjà pour valider que c'est pas un problème de forme en fait. C'est toujours intéressant de se dire je veux être sûr que je l'ai dans les jambes. Bon, j'en étais convaincu. Et du coup, quand on réussit cette séance là, après là, 2, 3, 4, une semaine après, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive, et on se retrouve en mode reposé. C'est pas reposé que je voulais dire comme mot. Dispo. Non, c'est après la séance, quand tu l'as réussi, tu es
t'es encore plus confiant en fait. Tu es en mode, ok, c'était bien un accro dans la prépa, tout va bien. C'était le petit pourcentage qui arrive dans toutes les prépas. Tout est revenu à la normale. On reprend comme si de rien n'était et on perd pas de confiance. Faut jamais perdre confiance sur une séance dans tous les cas. Parce que le corps humain, on le disait tout à l'heure, est une belle machine. Des fois, c'est aussi une machine incompréhensible. Et ça peut arriver qu'une séance ne passe pas. On ne sait pas pourquoi, on l'explique pas. Ça arrive pas toutes les semaines. Si ça arrive toutes les semaines, on qu'il y a un peut problème. forcément l'expliquer. Mais une séance de temps en temps, ça peut arriver que ça passe pas. C'est pas grave. On l'oublie, on passe à la prochaine et on se concentre pour arriver à 100% sur la prochaine. Et ça, c'est important parce que ce type de raisonnement-là, je pense que là si on nous écoute parler, on pourrait se dire, en fait, c'est facile de se trouver des excuses pour pas faire ses entraînements. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui manquent d'assiduité de base, ils vont pas se poser toutes ces questions. Ils vont pas porter autant d'attention à ce genre de choses. Donc, en fait, c'est les gens qui sont le plus assidus pour qui rater une séance, ça fait le plus de mal. Et en fait, c'est à eux que rater une séance a en réalité le moins d'impact. On réutilisera cette phrase. Ce que je te propose, Nico, parce que ça fait un peu 1h10, mais en réalité, on a commencé avec 10 minutes de retard. Je te propose de passer à la dernière étape, un petit peu. Maintenant qu'on a défini ce qui était une préparation parfaite, maintenant qu'on a défini comment est-ce que elle pouvait devenir imparfaite et qu'on a donné tout au long de ce live quelques petits exemples qui nous passaient par l'esprit, il est venu le temps de synthétiser un petit peu maintenant qu'est-ce qui est acceptable et comment est-ce qu'on peut faire, ou tout du moins quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour optimiser cette imperfection. Parce que en effet, la préparation parfaite n'existe pas, mais au tout début du live, il y a quelqu'un qui l'a commenté, j'étais totalement d'accord avec lui. On peut partir du postulat qu'elle n'existe pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas essayer d'y tendre. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est limite philosophique, mais il faut justement essayer de la rendre la plus parfaite possible. C'est ça, parce que c'est là où on en retirera le plus de bénéfices. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue régularité? Je t'ai donné l'ordre de grandeur de 90%, ça commence déjà un petit peu, mais voilà, 90-95% de séances réalisées sur l'entièreté de la préparation. Je le répète, pour nous, une préparation, c'est long terme. Donc, par exemple, sur un marathon, ça va être 6 mois. Bon, voilà, 90-95%, c'est largement acceptable. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, enfin, largement. Voilà. Non, mais je pense qu'au final, on a beaucoup parlé de ça pendant tout ce live. C'est un des trucs qui est revenu assez souvent, même si c'était pas toujours précisé sur le chiffre. 95%, c'est normal. 90%, ça va encore. Après, évidemment, plus on descend en pourcentage de séances réalisées, plus ça se discute. Mais sur le campus, on considère que 95% de séances réussies, c'est la normale, en fait. Si vous en faites plus, tant mieux. C'est du bonus, en fait. Je vous le dis, hein, on est entre nous. C'est comme ça qu'on considère un plan d'entraînement. Il y a des jokers, comme on le disait depuis tout à l'heure, parce que la vie demande des jokers. Et c'est comme ça. Mais si vous faites 100% des séances, ça sera encore mieux que le 95%. On n'est pas là pour dire « Ok, alors je vais me planifier 3 séances que je ne vais pas faire dans tout le plan. » C'est pas ça, évidemment. Mais comme tu disais, en fait, on vise de faire le 100%. Si ça marche, c'est bien. Si on doit adapter, c'est prévu, c'est comme ça, c'est anticipé. Ouais, et ce qui est important, c'est quand on a notre plan d'entraînement, et sur campus, c'est pour ça que ça nous tient à cœur de dire aux gens quelles séances sont prioritaires, quelles séances ne sont pas prioritaires. C'est parce que à partir du moment où on sait qu'une séance va sauter, c'est important de se poser la question, ok, quelle séance je fais sauter? Parce que l'impact qu'il y aura à la fin ne sera pas tout à fait le même. Est-ce que je fais sauter ma sortie longue? Oui, non. Quel objectif est-ce que je prépare? Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que c'est un 5 km? Tu vois, déjà, c'est pas les mêmes enjeux. Si j'ai 2 fractionnés dans ma semaine, lequel des deux est-ce que je dois prioriser vis-à-vis de l'objectif que j'ai? Voilà, tout ça fait en sorte que prioriser les séances qui sautent quand elles doivent sauter peut optimiser un peu
la perte qu'on pourrait potentiellement avoir. Donc ça c'est important de bien essayer de voir un peu son entraînement. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais de le comprendre, d'assimiler ce qu'on fait, de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont prioritaires et pourquoi elles ne le sont pas, et de faire des choix en connaissance de cause. Je sais pas si ça se passe pour toi comme ça, mais je sais que si je prends mon exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas souvent pas atteint mes objectifs, ça m'est arrivé évidemment, mais très souvent, il y a sur des gros objectifs où j'ai mis longtemps à m'y préparer. Genre, tu sais, tu t'y prépares pendant 6 mois, et le jour de la course, tu remplis l'objectif que tu t'étais fixé, et t'es en mode, ah punaise, je pensais pas que j'allais réussir parce que dans ma préparation, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu sais, j'ai eu cette réflexion une fois, et en fait, je l'ai eu genre 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, ça arrivera jamais le moment où. En fait, t'auras toujours le truc de dire, ah, imagine si il s'est passé ça. Tu vois, par exemple, là, je me suis cassé la main il y a 6 semaines de ça. Et je sais pas encore parce que j'ai pas réalisé la course, tu vois, mais ça se trouve, ça va très bien se passer le jour J. Et le premier truc que je vais me dire en franchissant la ligne si j'atteins mon objectif, c'est, ah, imagine si je m'étais pas cassé la main. Tu vois. Bah, ça, je pense que c'est normal, c'est humain. Et si je reprends mon exemple de Boston où j'ai atteint mon objectif, mais je savais que la fin de prépa n'a pas été optimale. Je sais que j'en ai chié sur les 8 derniers kilomètres. Je me suis employé pour l'atteindre. Et du coup, je me suis posé la question de me dire, mais si j'avais pas eu ce petit problème au tendon, si j'avais pas fait... Parce que j'ai trouvé un petit peu les raisons qui ont pu l'amener jusque-là. Et j'étais en mode de refaire l'histoire. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais... Enfin, justement, ce sujet de la prépa parfaite n'existe pas. C'est avec des si, comme on dit, on pourrait mettre Paris en bouteille. C'est si j'avais su avant, bah, j'aurais fait différemment. Super, mais comme personne n'a cette capacité, bon, bah... Il y a des grosses erreurs qu'on peut éviter, et puis il y a plein de... La vérité est une somme de petits facteurs, enfin la vérité non, ce qui se passe est une somme de petits facteurs qu'on ne peut pas anticiper en fait, ou en tout cas on peut pas tous, on n'est pas une tour de contrôle avec un algorithme dans la tête qui prend tous les trucs et qui dit ah, attention ça, il faut faire ça. On essaye au maximum de prendre tout en compte et d'optimiser les choses, mais ça n'arrivera jamais. Enfin toi tu pourrais te dire... j'aurais pu éviter de tomber à ce moment-là et peut-être que je me serais pas cassé le poignet. Enfin, moi, il y a des trucs comme ça, on fait ce qu'on peut aussi, et puis la vie, il aurait fallu que tu restes chez toi sur ton home trainer tous les jours, que tu t'achètes un tapis de course aussi, parce qu'en course à pied, tu pourrais tomber. Et encore, tu peux te casser la gueule sur ton tapis de course. Enfin bref, tout est... Enfin, je suis totalement d'accord avec toi, et en même temps, il faut réussir à se dire... Est-ce qu'un jour ça arrivera, cette prépa totalement parfaite, où rien n'arrive et où tout est... Parce que si c'est pas ça, c'est autre chose qui aurait pu arriver. Donc, ça. Et puis ouais, les imprévus arrivent si vite. Là, je reprends un de mes exemples il y a 3 semaines. Tu vois, t'as une sortie longue de 2h10 à faire. Faut que tu fasses un trajet dans la journée parce que tu pars en vacances et t'es en mode ok. Je n'ai pas 2h10 à la suite à faire. Je n'ai pas dans mon agenda 2h10 à la suite. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et tu sais, tu fais genre 40 minutes le matin, 1h10, 1h30 le soir, et t'es en mode ok. Tu vois, on a adapté comme on a pu. Ça fait partie des petites pirouettes qui peuvent arriver. C'est drôle parce que je me rappelle exactement de cette situation-là quand tu étais à Montréal cet hiver. Où ouais, c'est vrai. J'avais pas de place pour caser ma sortie longue parce que bah, on avait d'autres activités, plein, et notamment tourner, je pense, le challenge du campus à l'époque. Et bah, du coup, le mercredi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait 1 heure avec toi le matin, et j'étais retourné faire 1 heure le soir avec les intervalles prévus dans l'allure marathon. Donc oui, au global, j'avais fait 2 heures, qui n'équivaut pas à une sortie longue. Mais quand on peut pas, bah, on essaye de faire au mieux, et c'est toujours mieux d'avoir fait ça que de ne pas l'avoir fait. Donc c'est ça. Un autre moyen d'éviter la casse pour moi et qui permet de rendre la limite acceptable encore plus acceptable, ça va être la notion d'expérience. Quand je dis que ça permet de limiter la casse, c'est parce que plus on a d'expérience, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de la longueur des sorties longues, plus on court depuis longtemps, plus on est un coureur aguerri, plus justement en fait notre corps a un peu appris la course à pied. Je sais pas si ça se dit, est-ce que c'est pas un apprentissage, mais c'est là où par exemple bah voilà, rater un petit fractionné,
rater une petite endurance fondamentale de manière très ponctuelle va avoir très très peu d'intérêt. Là où un débutant, ça va avoir beaucoup plus d'enjeux. Tu sais, on pourrait même quasiment faire la comparaison en se disant, un débutant, une séance, déjà, ça va le faire progresser. Parce qu'en fait, il est tout neuf et il fait un fractionné, et puis le mec, il a déjà gagné 2 secondes sur son seuil. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu l'image qu'on en a. Quand on commence à courir depuis 10 ans, bon, il faut commencer à forcer un petit peu, il faut commencer à mettre de l'énergie pour progresser. Et à la fois, il faut mettre beaucoup d'énergie pour progresser, mais à la fois, quand on rate une séance, on a tellement de kilomètres dans les jambes que ça nous permet de faciliter un petit peu le joker. Je pense que cette expérience-là, c'est important, et c'est pour ça que je dis aux gens, courez longtemps. Faites en sorte de planifier votre pratique, non pas sur le court terme, mais sur le long terme, pour pouvoir avoir la capacité de gagner en expérience simplement. Ce que je te... Là, pour terminer, parce qu'il est tard et j'ai faim. Non, pour terminer, je voudrais qu'on synthétise avec les gens quelques conseils pour justement optimiser ses chances, optimiser un petit peu dans l'imperfection pour rendre sa préparation le plus parfait possible. Est-ce que tu aurais un premier conseil à donner aux gens? Je dirais que le conseil, pour moi, qui est le plus important, qui est lié à la régularité, mais qui en fait va plus loin, c'est de voir à long terme. C'est de ne pas regarder l'entraînement par séance, par semaine, même par mois. En fait, c'est de se dire, déjà de le regarder sur sa prépa au complet, on en a pas mal parlé, le 95% de séances réussies. Du coup, de ne pas mettre le focus sur tous les petits éléments du court terme, mais de se dire, je vise de progresser à long terme, donc à l'échelle d'une prépa et même à l'échelle d'une année. Et je pourrais aller plus loin, hein. Je pourrais dire, l'idéal, c'est de se dire, moi, je vise d'être à un certain niveau dans 5 ans, parce que là, on se donne les moyens d'y arriver. Donc, penser long terme, quelle que soit la situation, c'est la bonne idée. Et du coup, on prend des décisions qui sont bien meilleures que de penser à la petite séance à ce moment-là et de réussir, même si dans le moment, il faut réussir individuellement les choses, ça prend son sens uniquement dans le long terme. Et c'est pour ça qu'on parle de régularité, de progressivité, de prendre son temps et de laisser l'entraînement se faire et de regarder les progrès au fur et à mesure et pas juste d'une semaine à l'autre forcément. Ouais, de toute façon, nous, c'est ce qu'on promeut beaucoup avec Campus, hein. Faire les plans le plus long possible, enfin le plus long possible, en tout cas s'y prendre en avance. Et d'ailleurs, ça va être mon deuxième conseil qui va avec. Commencez votre préparation relativement tôt. Donc, toi, je crois que tu as fait les deux dans l'année, c'est-à-dire que tu as fait une préparation relativement courte, tu as fait une préparation longue. Souvent, c'est ce qu'on dit, voilà. S'y prendre 5 mois à l'avance, ça devrait pas être un cas particulier, quoi. Surtout pour les gens qui vont faire. Je prends beaucoup l'exemple du premier marathon parce que c'est celui-là où c'est le plus catastrophique. Les gens, ils se réveillent 12 semaines avant la course, ils sont en mode, oh, j'ai jamais couru de ma vie, 12 semaines, ça suffit pour préparer un marathon. Si t'es talentueux, oui, mais dans le meilleur des cas, et quoi qu'il arrive, ça va pas être très très, très bon pour ta santé, quoi. Mais il y a intérêt à s'y prendre vraiment à l'avance. Tu vois, déjà 16 semaines, c'est déjà un gros pas. 20 semaines en avance, ce qui fait 5 mois. Alors 24 semaines, là vous me régalez, mais 6 mois en avance. Mais voilà, commencer sa préparation le plus tôt possible. Même pour un 10 km, ça fonctionne en fait, parce que bien sûr, ça n'empêche pas qu'on fasse des choses en cours des petites courses en cours de route qui ne sont pas l'objectif principal, mais donner le temps à chaque type d'entraînement de le faire progressivement, de le travailler sur 2-3 mois pour vraiment aller travailler chaque qualité en profondeur, c'est aussi efficace sur un 10 km que sur un marathon. C'est juste que sur un marathon, ça prend d'autres tournures qui sont limiter les risques de blessures. Ça marche aussi pour un 10K, mais ça marche encore plus pour un marathon. Limiter les risques de blessures en étant beaucoup plus progressif sur les sorties longues qui n'existent pas sur un 10 km, ou en tout cas qui ne sont beaucoup moins longues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on a beaucoup moins de stress sur son corps quand on va faire maximum 1h30 de sortie longue que quand on va chercher des 2h30.
Si on va chercher un 2h30 et qu'on a fait 2 heures la semaine d'avant et 1h30 la semaine encore d'avant, je caricature, mais Ouais, ça va. Quand on a planifié, quand on pourrait dire modulé, modé, enfin bref, les plans les plus faciles, enfin les plans marathon les plus courts pour les personnes les moins entraînées sur la version 2 du campus, donc ils font 12 semaines. Genre même moi j'étais en mode, c'est débile quoi. Genre faites pas un marathon de 12 semaines si vous avez jamais couru et que vous êtes un ultra débutant. Genre laissez-vous du temps, faites-vous ce cadeau quoi. Genre votre préparation sera beaucoup plus plaisante. la course aussi. Et la course aussi, quoi. Parce que marcher 20 bornes, c'est long. Hein. C'est long et ça fait plaisir à personne. Est-ce que tu aurais un troisième conseil pour optimiser ses chances de faire une bonne préparation? Je vais te laisser y aller, Tristan. J'ai un petit blanc Ok, que j'avais ouais, préparé. écoute, moi j'en ai un autre. On pourrait résumer avec la phrase qu'on célèbre, prévenir, c'est mieux que guérir. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de blessures dans ce live, mais parce que les blessures font partie des imprévus, entre guillemets, parce qu'on peut, avec un entraînement intelligent, essayer de le prévoir et de diminuer ces risques de blessures. Mais je crois qu'en plus, les statistiques de blessés en course à pied sont catastrophiques. Donc, certes, on peut optimiser ses chances, mais parfois, parfois ça arrive. Et prévenir, c'est-à-dire en s'écoutant, en faisant peut-être un petit peu de renforcement. La PPG arrive bientôt. J'ai vu dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un qui demandait quand est-ce que ça arrive. Je crois qu'il y a la première version non officielle, officieuse qui va arriver sur Circle en septembre, octobre. Non, Enfin, bref. ça va arriver très rapidement. Ok. De... Mais voilà, c'est pas la version finale, mais en tout cas, c'est un premier jet pour vous donner accès à la préparation physique pour les membres premium. Donc voilà, prévenir plutôt que guérir. Très souvent, on laisse le temps passer et la blessure est là. Et puis une fois qu'elle est installée, on peut plus rien faire. Donc ça va être un petit peu mon conseil. Prenez-y vous le plus tôt possible. Et puis prévenir, ça peut être aussi... on pourrait twister ça, mais voilà, ça veut dire respecter ses EF. Voilà, parce que si on a tendance à courir trop vite, on met pas ses chances de son côté. Ça va être le plus progressif possible. Et ça revient après sur le fait de s'y prendre le plus tôt. Parce qu'évidemment, plus on a de temps, plus on est progressif. T'en as un dernier ou parce que moi j'ai un petit dernier conseil, mais peut-être que... Vas-y alors, parce que je t'écoute avec plaisir sur tout ça. Je prends les conseils comme tout le monde. Hein. C'est toujours ce qu'on dit, c'est on donne les conseils, mais c'est bien ce que ça nous les rappelle aussi à nous pour notre propre entraînement au passage. Ouais, on en a parlé tout à l'heure d'être expérimenté, mais pour moi, vraiment, ce que je pourrais dire, par exemple aux gens qui sont en mode c'est difficile pour moi de m'organiser. J'ai souvent, par exemple, j'ai 5 séances dans la semaine et j'arrive pas à, enfin 5 séances ou 3 ou 4, qu'importe, mais j'arrive pas à les faire rentrer dans ma semaine, etc. Ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est normal. Par exemple, si je prends mon exemple, au tout début, le nombre de fois où je m'entraînais est beaucoup, enfin très très inférieur au nombre de fois où je m'entraîne aujourd'hui. Et puis, ça a augmenté progressivement. Mais l'organisation, la logistique que j'utilisais à l'époque était 1000 fois moins bonne que celle que j'utilise aujourd'hui. Et c'est aussi en essayant qu'on gagne en expérience et qu'on gagne en logistique. Et j'ai eu les exemples de gens qui avaient des métiers prenants ou même qui avaient une vie de famille et qui avaient ces imprévus et qui, au final, les premières fois où ça leur arrivait, ils savaient pas quoi faire et donc du coup la semaine était un peu foutue. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte en fait, je me suis rendu compte que si je prends l'exemple le plus classique, parce que c'est le premier conseil que je donne, très souvent on a tendance à prendre il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre leur jour de repos le lundi. Et pour les gens qui ont beaucoup d'imprévus dans leur semaine, je suis en mode, si j'étais vous, je courrais le lundi, parce qu'une fois que vous avez placé ce jour de repos en début de semaine, ça vous fait un joker de moins dans la semaine. Alors que si vous commencez dès le lundi, si par exemple vous entraînez 5 jours, ça vous laisse 2 jours joker. Et par exemple, si vous n'avez pas prévu de courir le jeudi, je dis n'importe quoi, et qu'il vous arrive un imprévu le mardi, vous pouvez en fait switcher le jeudi et le mardi. Alors que si le lundi est déjà barré, vous arrivez le mardi et vous êtes je suis foutu. Et s'il y a c'est très drôle.
non, parce que souvent on se retrouve sur certaines pratiques quand même. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon entraînement. Moi, je place les entraînements fractionnés le mardi et le jeudi. Et ça arrive très souvent qu'au final, ça finisse mercredi, vendredi ou mardi, vendredi. Mais du coup, en faisant dès le mardi, en planifiant dès le mardi un fractionné, j'ai un jour de décalage possible pour pouvoir m'adapter comme ça arrive très souvent au quotidien. Et c'est agréable parce que si moi je le mets le mercredi et le vendredi, bon bah là t'es en mode bah ok, c'est soit je le fais, soit je le saute parce qu'après ça marche plus dans le planning. Et c'est plutôt pas mal de pouvoir se garder cette latitude-là. Et on n'est pas en club, on a la capacité de faire ça. C'est un des avantages d'être sur le campus, c'est de ne pas avoir des horaires fixes sur l'entraînement. Donc, c'est autant s'en servir quand on peut. Carrément, carrément. Et bah écoute, voilà, Nico, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. C'est peut-être le live le plus long qu'on ait fait à ce jour. On essaiera de rester un peu plus dans les timings. Mais c'est le premier live de la saison. On reprend un peu nos marques, on fait plaisir aux gens et puis nous aussi on se fait plaisir en faisant ça. Donc on va pas bouder notre plaisir. J'aimerais bien finir ce live avec une phrase que j'ai dit tout à l'heure et ça nous permettra de terminer là-dessus. Mais c'est très souvent les gens les plus assidus à l'entraînement qui s'en veulent le plus de rater leurs entraînements, alors que c'est pour ces gens-là que ça a le moins d'impact. Et ne vous inquiétez pas, rater un entraînement si vous êtes dans cette catégorie de personnes, ça ne va pas vous corrompre, vous n'allez pas signer un pacte avec le diable et vous n'allez pas devenir du jour au lendemain une personne très peu assidue à l'entraînement. Voilà, si vous faites partie des gens assidus, ça fait partie de vos valeurs, ça fait partie de la personne que vous êtes. Et donc, si jamais ça vous arrive, faites la paix avec vous-même. Vous savez quand vous reviendrez plus fort à l'entraînement. Voilà, Nico. Bien fini. Je pense que c'était si vous voulez garder une phrase de ce live, gardez celle-là. Parce que si vous vous posez cette question, vous êtes sûrement dans ce cas-là. Parfait. Eh ben écoute, Nico, je te souhaite une bonne journée à toi, une bonne soirée pour tous les métropolitains français qui sont ici. Et puis, écoute, on se dit à bientôt dans le prochain Campus Talk. Yes. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. C'était encore une fois un plaisir d'être avec vous. Salut tout le monde. Allez, bye bye. À la prochaine.